Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce 237e épisode du podcast À côté de mes pompes, le podcast consacré à la course à pied, à l'entraînement et aussi à la nutrition. Et c'est une capsule, l'œil de la diète, que nous allons vous proposer aujourd'hui avec Nouchka. Alors dans ces épisodes, nous abordons des sujets précis sur la diététique sportive. Et aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans le monde des glucides, et plus particulièrement sur cette notion d'indice glycémique. Tout d'abord, quelle définition pouvons-nous en donner ? Quelle différence pouvons-nous faire entre des produits à indice glycémique bas, moyen et haut que consommer avant l'effort, pendant l'effort, mais aussi après? Quel impact peut avoir la cuisson sur nos glucides? Je pense aux pâtes en particulier. Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule L'œil de la diète qui, comme vous le savez, est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Happy Run qui accompagne le podcast. Happy Run, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel et qui plus est, made in France. Sans plus attendre, je vous laisse profiter des conseils experts de Nouchka. Nutrition sportive, comment intégrer les indices glycémiques pour optimiser vos résultats. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nouchka, on se retrouve pour une nouvelle capsule, c'est l'œil de la diète avec aujourd'hui, j'avais une question précise sur les index glycémiques. On entend beaucoup parler de ces index par rapport à des glucides, à des sucres lents, sucres rapides. Je voulais avoir ton expertise sur cette question. Que sont-ils et comment on peut les intégrer dans une alimentation sportive et peut-être optimiser nos performances ? Salut Seb. Je pense que c'est un sujet qui va être intéressant à aborder parce que la gestion de l'index glycémique, justement, pour le sportif, ça va être ultra important à l'effort. Et puis au quotidien, on va pouvoir relativiser certains trucs également. Donc, qu'est-ce que l'index glycémique finalement et à quoi sert cet indice? Cet indice permet de mesurer la capacité d'un aliment qui contient des glucides à élever la glycémie après le repas par rapport à un glucide de référence standard qui est le glucose pur. Donc, on classe les glucides en fonction de 3 catégories, les IG faibles, les IG moyens et les IG forts. En général, les IG bas, ça va être entre 35 et 50 au niveau de l'index. Les IG moyens, ça va être entre 50 et 70 et les IG élevés, ça va être 70 et plus. Donc voilà comment définir globalement l'index glycémique. Donc ça va être la capacité qu'a un sucre à élever la glycémie. Est-ce qu'on peut préciser pour ces 3 familles des aliments qui seraient des aliments références pour l'indice faible, moyen et élevé? Ouais, bien sûr. Alors pour l'IG faible, je pense qu'on peut mettre les légumineuses et puis les céréales complètes. Pour l'IG moyen, ça va être des desserts un peu sucrés et puis des pâtes blanches un petit peu trop cuites. Et puis pour l'IG élevé, ça va être les bonbons, la pâte à tartiner, les gâteaux sucrés et puis le sucre blanc, quoi. Voilà, pour catégoriser un petit peu les aliments. Comment on va les utiliser au quotidien? Est-ce qu'on privilégie que l'indice bas sur ces glucides? Ou est-ce qu'un sportif a quand même intérêt à aller chercher des indices élevés et des glucides un petit peu plus rapides? On peut peut-être faire la différence entre ces sucres lents et ces sucres rapides? Bien sûr. Alors, déjà, je pense qu'on peut relativiser un petit peu cette notion d'index glycémique. Aujourd'hui, on voit fleurir un peu partout des recettes IG bas en disant que ça va aider à perdre du poids, à contrôler la glycémie, etc. Mais en fait, pour une même quantité de glucides, un aliment qui a un IG élevé, pris isolément ou avec d'autres aliments, va pas avoir le même impact sur la glycémie. Ça, c'est déjà la première chose qui va faire relativiser un peu le choix des glucides qu'on va prendre. C'est même si je prends des pâtes blanches, souvent les sportifs font un peu la
la chasse aux céréales blanches raffinées, etc. Mais en fait, si à côté je mets des légumes et donc des fibres alimentaires, une source de protéines, une source de matière grasse, tout ça, ça va changer finalement le bol alimentaire, ça va varier le bol alimentaire et ça va limiter l'index glycémique global du repas. Et donc, ma glycémie va moins s'élever. Donc, il y a déjà ça. Oui, globalement, il faut chercher au quotidien à avoir des glucides à index glycémique modéré ou bas parce que ça va permettre de pas avoir de fringales, parce que les aliments vont pas engendrer de gros pics de glycémie, puis d'hypoglycémie et donc de fringales. Mais en soi, si on a une alimentation équilibrée au global, il n'y a pas trop à se préoccuper de ça. Alors, sur ces index, sur cet indice glycémique bas, on a souvent tendance à finalement se tourner vers des légumineuses, vers des céréales un petit peu complètes. Comment on peut faire un bon petit déjeuner avec ces indices glycémiques bas? Est-ce qu'on doit les intégrer dedans? Tu parlais tout à l'heure de fringales. Moi, je vois des élèves qui, quand arrive 11 heures, la tension, elle décline. Et quand on leur demande ce qu'ils ont pris le matin, on va avoir des céréales avec des choses très, très élevées, les fameux chocs à pic ou des gâteaux raffinés. Est-ce que là, il y a un intérêt à consommer le matin cette alimentation avec un indice relativement bas? Il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est que déjà les glucides qui ont un IG bas vont souvent être plus riches en fibres alimentaires et donc pour le sportif ça peut être un problème d'avoir trop de fibres parce que niveau digestion ça prend beaucoup plus de temps. Donc si je les consomme avant d'aller m'entraîner, ça peut engendrer des troubles digestifs. Donc par exemple tu parlais des légumineuses, des céréales complètes, c'est des bons aliments mais qu'il faudra mettre plutôt à distance de l'effort pour pas entraver la digestion. Et le matin ça va être un peu la même réflexion. Si je fais mon petit déjeuner et puis que dans l'heure je vais m'entraîner, je vais plutôt avoir tendance à chercher à limiter les fibres alimentaires, à avoir un IG plutôt élevé pour que la digestion se fasse un petit peu plus rapidement. Mais en somme, qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner pour le sportif? Je dirais que c'est déjà un petit déjeuner qui contient des glucides plutôt complexes, mais pas que ça. Des protéines, une source de fruits pour les vitamines et les antioxydants, et puis pourquoi pas une petite source de matière grasse. Bien sûr, après, ça va varier. Mon petit déjeuner de tous les jours, si je m'entraîne le soir, ne sera pas le même petit déjeuner que si je vais m'entraîner directement après. Donc voilà, par exemple, si je m'entraîne le soir, je donne un petit déjeuner type qui pourrait être tout à fait adapté, du pain complet avec du beurre de cacahuète, un fromage blanc ou 2 petits suisses et puis un fruit frais entier. Si par exemple je vais m'entraîner dans l'heure, là je vais limiter ça parce que le fruit c'est hyper riche en fibres, les matières grasses ça met du temps à digérer et puis le pain complet c'est hyper riche en fibres également. Donc je vais plutôt favoriser un pain un petit peu moins riche en fibres ou alors des pancakes ou des flocons d'avoine par exemple. Je peux toujours avoir une source de protéines. Les fruits par contre je vais limiter, avoir plutôt soit un fruit assez mûr genre banane mûre, soit une compote qui est moins riche en fibres et puis je vais limiter aussi les matières grasses qui ralentissent la vidange gastrique. Donc en fait finalement pour le sportif ça va varier en fonction du timing d'entraînement surtout. Donc là, on a vu l'avant. Pendant, est-ce que l'on peut quand même intégrer ces glucides, on va dire avec un indice très élevé, pour avoir du carburant très rapidement? On voit des trailers manger des bonbons, des gâteaux apéritifs qui sont peut-être riches justement en glucides et en apport instantané. Est-ce que là, on est dans une bonne stratégie ou est-ce que apprendre des choses un petit peu plus bas au niveau des indices? Je pense à la purée de patates douces de Mathieu Blanchard, par exemple, qui le fait performer. Est-ce que là, on est dans des stratégies complètement opposées ou est-ce que ça peut marcher? Ça dépend là aussi peut-être du profil du coureur. Alors, j'entends souvent, moi, la crainte générale que la consommation en glucides à un index glycémique élevé, dès lors qu'on va faire un effort prolongé, ça peut provoquer une hypo-réactionnelle, parce que forcément, ça va être digéré rapidement, du coup, ça va élever mon taux de sucre dans le sang rapidement, et en réponse à ça, je vais avoir une sécrétion d'insuline importante et une hypoglycémie. Du coup, je vais casser ça direct et rassurer tout le monde. À l'effort, en fait, on n'a pas de production d'insuline. Pourquoi ? Parce que sous l'effet des catécholamines, donc adrénaline principalement, on va avoir une inhibition de la production d'insuline. Donc en fait, c'est tout bénef parce qu'on va pouvoir consommer des glucides à IgE qui vont être très rapidement disponibles dans le sang, sans derrière engendrer pour autant d'hypoglycémie réactionnelle.
Donc à l'effort, qui plus est à haute intensité, parce que les catécholamines vont être produites plus fortement dès lors que l'intensité augmente, et ben on n'a pas de production d'insuline. Donc ça c'est super, parce que du coup on peut se permettre d'avoir des glucides à IG plus haut, parce que si on a des glucides à IG plus bas, ça augmente le travail digestif, c'est digéré plus lentement, donc ça mobilise de l'énergie au niveau digestif, et puis l'énergie qu'on mobilise au niveau digestif, on l'a pas au niveau du muscle et du cœur pour assurer l'effort, et ça engendre pas de risque d'hypo, donc c'est bien. Sur du plus long, là où ça peut être intéressant de consommer des glucides à IG plus bas ou des choses un petit peu plus complexes et puis plus solides, c'est le fait que sur du long, on peut peut-être se lasser aussi des gels, des compotes, du liquide, semi-liquide, et on a besoin de choses plus réconfortantes. Et donc là, ça peut être plus intéressant. Consommer des glucides à IG bas à l'effort, ça peut être aussi intéressant dans les sports où, par exemple, on n'a pas la possibilité de s'alimenter pendant longtemps. Et où du coup, on va consommer quelque chose qui va diffuser progressivement dans le sang parce qu'on n'a pas la capacité toutes les demi-heures de prendre un gel, par exemple. Donc voilà, à l'effort, pas de risque d'hyporéactionnel avec la prise de glucides à IG haut. Donc du coup, il faut vraiment favoriser cette prise-là parce que ça va permettre d'avoir de l'énergie directement disponible pour pas aller puiser dans les réserves corporelles. Ces légumineuses, ces céréales, est-ce qu'ils agissent sur la satiété ? Est-ce qu'en prenant, avec déjà ce côté à diffusion lente des glucides sur la durée, est-ce qu'ils ont un effet de remplissage un peu plus important de notre estomac ? Ils agissent sur la satiété, c'est clair et net, pour la raison principale qu'ils contiennent beaucoup de fibres alimentaires, et les fibres alimentaires mettent beaucoup plus de temps à digérer, stagnent déjà beaucoup plus dans l'estomac, et après au niveau de la digestion c'est beaucoup plus long. Donc c'est ça qui va favoriser la satiété. Quelle va être la stratégie en récupération après un entraînement et après un effort intense ? Eh ben en fait, après l'effort, l'objectif principal d'un point de vue nutritionnel, ça va être de resynthétiser les réserves en glycogène. Donc les réserves en sucre qu'on a dans les muscles et qui ont été utilisées à l'effort pour fournir de l'énergie aux muscles et assurer la contraction musculaire. Le fait de recharger le plus rapidement possible ces réserves-là, ça va permettre de pouvoir commencer l'entraînement d'après avec une bonne disponibilité en énergie. Donc pour les sportifs qui s'entraînent beaucoup, tous les jours, voire parfois en bi-quotidien, il faut optimiser ces réserves-là parce que ça va conditionner directement la performance sportive. Dès lors que je vais monter en intensité, je vais utiliser plus de glucides. Donc si j'ai pas assez de glycogène disponible dans le muscle, je vais pas pouvoir utiliser des glucides pour assurer la contraction musculaire, et donc mon rendement musculaire va être moins efficace. Donc pour resynthétiser rapidement ça, l'objectif ça va être le plus tôt possible de consommer des glucides à IG haut, parce que en l'occurrence après l'effort on a une plus grande sensibilité à l'insuline, donc on va plus stocker de glucides, et c'est ce qu'on cherche à faire en post-effort. Donc dans l'heure post-effort, ça va être d'apporter des glucides en bonne quantité, si possible des glucides à IG élevé. Donc le top, ce serait une boisson de récupération, par exemple, qui apporte des glucides à IG élevé avec des protéines. Et puis après, dans les 2 heures et puis dans les heures qui suivent, revenir à une consommation de sucre à IG moyen, voire bas, pour éviter les fringales. Mais la première intention, ça va être de consommer des glucides rapidement à IG élevé. Évidemment, je relativise ça pour quelqu'un qui va s'entraîner 3-4 fois par semaine et donc qui a un délai de récupération suffisant pour la resynthèse du glycogène. On va pas forcément conseiller de prendre une boisson de récupération ou de consommer des glucides rapides direct après. C'est vraiment le cas pour les personnes, pour les sportifs qui enchaînent les entraînements et donc qui ont besoin d'optimiser ces réserves-là. Les réserves en glycogène, elles mettent 24 à 48 heures à se resynthétiser. Donc forcément, en fonction de si j'ai 2 jours de récup ou si j'ai que 12 heures, l'alimentation en post-effort va varier. Et si on adopte une stratégie de recharge glycogénique retardée, j'en fais appel aux travaux de Fabrice Kuhn, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un entraînement à glycogène bas ? Alors oui, en l'occurrence, chez certains sportifs qui sont déjà bien entraînés, on sait que ces stratégies de manipulation glucidique, ça va être avantageux pour les sportifs qui sont bien entraînés. D'ailleurs, je pense que ça pourrait limite faire l'objet d'une capsule ça va aider notamment à dépléter le glycogène, donc à vider le glycogène pour habituer le corps à utiliser plus de lipides. Donc voilà, on en revient à cette utilisation des lipides qui va être plus importante. Donc oui, ça peut être le cas. Tous les protocoles ne sont pas forcément adaptés. On a différents protocoles, par exemple l'entraînement à jeun, où du coup je vais avoir une faible disponibilité en glucides dans le sang. Les stratégies sleep low, où donc du coup je vais faire un effort intense en fin de journée
pas recharger en glucides après pour vider mes réserves en glycogène et puis refaire un entraînement à jeun le lendemain matin, ce qui semble plus efficace aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc oui, ça peut avoir un impact, mais pas pour les mêmes raisons. Du coup, ça va pas aider à bien récupérer, mais en fait, c'est l'objectif, c'est de pas bien récupérer au niveau du glycogène musculaire pour derrière créer des adaptations métaboliques. Alors, si je me place devant mon autocuiseur et que je mets mes pâtes à cuire, est-ce que le temps de cuisson va avoir un impact sur l'indice glycémique de mes céréales, on va dire là relativement simples? Oui, plus le temps de cuisson est long, plus l'index glycémique est élevé, parce qu'avec la cuisson, on casse un petit peu les molécules, notamment les glucides, et du coup, les glucides ont un index glycémique plus élevé. Donc la cuisson varie forcément, et par exemple, si je prends l'exemple de pâtes complètes cuites normalement ou de pâtes blanches cuites al dente, je vais même pas avoir trop de différence sur la valeur de l'index glycémique. Donc la cuisson, c'est un des éléments clairement prédominant pour la teneur, pour l'index glycémique. Mais ça sert à rien de cuire ses pâtes pendant 3 minutes pour avoir un IG bas, hein. Si à côté on consomme des légumes et des protéines, comme je le disais au début, ça suffit. Alors, on a de plus en plus de pâtes qui cuisent aujourd'hui en 3 minutes, hein. C'est ce que nous vantent les industriels. Donc, il n'y a plus besoin d'aller au-delà. C'était pas tant ça que je voulais dire. Je pense à ça parce que moi, je vois des sportifs qui prennent des pâtes complètes et qui les cuisent 2 minutes 30. Donc, ils les mangent quasi croquants, mais en pensant du coup que ça va être meilleur, quoi. C'était plutôt ça. Alors, toi, Nouchka, qui a utilisé le capteur Super Sapiens, est-ce qu'il peut être intéressant pour des sportifs amateurs? Si oui, dans quelles conditions? On voit souvent ces capteurs pour des personnes qui sont frappées par le diabète. Aujourd'hui, ce capteur se démocratise. Qu'est-ce que toi, en tant qu'athlète expert en nutrition, tu as pu ressortir comme enseignement? J'ai pu le tester. Alors j'ai eu 2 capteurs. Le deuxième, je le garde pour un ultra au mois de juin. J'ai pu tester une première fois le capteur, donc c'était sur 2 semaines. Alors il y a des valeurs qui sont très intéressantes, mais par contre il faut bien l'interpréter parce que c'est difficile d'interprétation. Donc je conseille quand même de se faire accompagner par quelqu'un qui sait comment interpréter les résultats. Ça peut être bien, ou se faire accompagner par quelqu'un de chez Super Sapiens qui va aider à interpréter. Je vais pas forcément le recommander à tout le monde. Je dirais que d'abord il faut optimiser vraiment l'alimentation générale et l'alimentation à l'effort, parce qu'après ça peut aider à peaufiner tout ça, à voir si la stratégie nutritionnelle à l'effort est efficace ou pas. Mais pour ça, faut déjà avoir une bonne stratégie, parce que sinon on va pas pouvoir extraire des données fiables. Et puis sur l'alimentation au quotidien, ça peut aussi être intéressant. Moi, j'ai pu faire différents tests, par exemple consommer le même repas aux mêmes heures, mais dans mettre un petit peu moins de légumes pour voir l'impact que ça a sur ma glycémie. Donc forcément, j'ai vu que ça a augmenté beaucoup plus rapidement et que ça diminue aussi plus rapidement. Donc on voit vraiment en fonction de la composition du repas quel impact ça a. Mais certaines données vont être difficile à interpréter. Par exemple, si je fais un effort intense, ma glycémie va augmenter très rapidement parce que je vais avoir une mobilisation de mes réserves, notamment en glycogène hépatique, donc mon sucre qui est stocké dans le foie, qui va être relargué dans le sang directement lors d'un effort intense. Et donc, si on n'est pas forcément averti par rapport à ça, on peut se poser des questions. Mince, ma glycémie augmente alors que j'ai pas consommé de glucides. Comment ça se fait? C'est un phénomène qui est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de problème à être en hyperglycémie à ce moment-là. Donc, voilà, je pense que c'est un outil qui est intéressant, pas pour tous, et ça dépend pour quelles raisons, en fait. Ça n'avance pas trop dans le pourquoi du comment, mais c'est pas quelque chose de miraculeux, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Est-ce que ça peut aider pour la prise alimentaire sur un effort long? Tu parles d'ultra, justement. Est-ce que si tu vois ta glycémie descendre à un taux qui est relativement bas, tu dis « Ah, c'est peut-être le moment de me ravitailler ». Alors, il faut qu'il y ait le tracker et que la montre ou cet appareil Super Sapiens puisse te donner l'information ou une alerte. Oui, maintenant t'as sur les Garmin, je sais pas si sur les autres montres ça le fait, mais tu as des widgets qui te permettent de le mettre sur la montre. Ah, j'aime pas trop ça quand même, parce que se fier à ce que nous dit le capteur et pas à sa stratégie nutritionnelle, c'est pas forcément top. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire de le mettre pendant la course, de pas le regarder et d'analyser après coup pour voir un peu comment s'est passée la stratégie nutri. Mais j'aime pas trop être influencée par ça, ou alors il faut vraiment bien le faire et être bien accompagné. Donc pour la majorité des sportifs, j'aurais tendance à pas le conseiller.
Donc plutôt un débrief a posteriori, comme le cardio qu'on peut utiliser. On va voir après en fonction de tes prises alimentaires. Tu sais à quel moment tu as pris ton ravitaillement et tu verras si il y a eu un impact ou pas au niveau de la glycémie. C'est en cela que tu veux l'utiliser. C'est ça. Est-ce que l'on peut, Nouchka, pour terminer, faire un petit rappel sur ce que sont ces indices ou index glycémiques et quels sont les bénéfices pour le sportif de jouer avec et de les utiliser? Alors, l'index glycémique, ça reflète la qualité d'un aliment contenant des glucides à élever la glycémie. Donc, plus l'index glycémique va être élevé, plus la glycémie va s'élever rapidement après la consommation de cet aliment. Au quotidien, on va plutôt favoriser la consommation d'aliments à IG moyen ou bas plutôt que d'aliments à IG haut pour pas faire élever trop la glycémie et de provoquer de fringales. Mais ce qui va compter, c'est le bol alimentaire global et la teneur en légumes, en protéines, en matières grasses. À l'effort, on va plutôt conseiller des glucides à IG haut parce que on veut des glucides rapidement disponibles et assimilables et qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie réactionnelle à l'effort. Et en post-effort, dans l'heure qui suit l'effort, on va conseiller d'avoir plutôt une consommation de glucides à IG élevé pour favoriser la resynthèse du glycogène. Et après, dans les 2 heures qui suivent, on revient à une alimentation normale avec des glucides complexes à IG bas. Eh bien, je pense qu'on a un topo clair, net et précis sur ce que sont ces indices et index glycémiques. À vous de nous dire ce que vous consommez, ce que vous préférez sur les réseaux. Vous pouvez nous retrouver. Merci Nouchka, je te dis à très vite pour une nouvelle capsule. Merci à toi et à bientôt. Et pour les auditeurs, je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'était aujourd'hui l'œil de la diète avec Nouchka. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!